Moi, j'avais pensé à agrémenter chaque table d'un grand bol de fruits de saison. Oh, Benec, qu'est-ce que vous aviez prévu? Autre chose que des fruits de saison, non? Affirmatif, de la viande et de la viande, cuite dans sa graisse. Bon, voilà. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Vous avez peut-être reconnu un extrait de la série Kaamelott qui parlait de l'amour de la viande. Vous entendez aussi cette chanson qui nous dit que nous sommes fichus et que nous en mangeons trop. Nous remercions le réalisateur de cette émission, Les Vraies Voix qui font bouger la France. Devrons-nous demain manger moins de viande parce que la viande, eh bien en tout cas la culture, l'industrie de la viande ou alors éventuellement l'élevage pollue, accélère le changement climatique justement. 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui contribuent fortement à la déforestation en plus. Mais 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde viendraient de l'élevage. Ça, c'est une citation de la ministre de la Transition écologique cette semaine, Barbara Pompili. Pourquoi parlons-nous de la viande? Tout a commencé, chers amis, à Lyon. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, qui annonce, pour des raisons purement sanitaire, pour accélérer le service à la cantine, eh bien que on ne mangera plus de viande à la cantine dans les écoles de Lyon. Un menu à base de poisson ou d'œufs, on va au plus simple, ça permet à tous les enfants de manger la même chose et rapidement. On précise d'ailleurs qu'à l'origine, cette mesure avait déjà été prise lors du premier confinement par le précédent maire Gérard Collomb, qui n'est pas écologiste. Sauf que du coup, c'est un maire écologiste qui prend cette décision. Il est taxé tout de suite d'être anti-viande, tout simplement. Est-ce vrai ou pas? Il y a quelques raisons de se le demander. D'ailleurs, on peut en parler justement à cause de la conséquence et des effets de l'élevage sur le changement climatique. Branle-bas de combat politique, un débat préhistorique, fustige la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, mais pas du tout le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, qui condamne cette initiative, qui stigmatiserait, je le cite, les éleveurs. Julien Denormandie qui nous avait déjà expliqué il y a quelques semaines sur Sud Radio, dans le Grand Matin Sud Radio au micro de Patrick Roger, que pour lui, il était hors de question de supprimer la viande. On impose à mes enfants de ne plus manger de viande, ça je ne l'accepte pas, et je ne l'accepterai jamais. Chacun est dans sa liberté, moi je crois à l'intérêt, à l'apport et même au côté naturel de consommer de la viande et je donne à mes enfants de la viande, je l'assume, j'en suis fier. C'était Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines dans le Grand Matin Sud Radio au micro de Patrick Roger. Il réagissait à une initiative de repas végétariens prônée par les étudiants à l'époque. Bref, vous avez entendu au moins 2 personnes, la ministre de la Transition écologique qui dit qu'effectivement, manger trop de viande, c'est un problème, et le ministre des Agriculteurs qui nous dit qu'il faut en manger au contraire, que c'est une question de liberté. Qui dit vrai, qui a raison? Est-ce que les deux ont raison? On en parle avec nos 3 invités. Morad Aïtabouche, que je vous représente, réalisateur de la documentariste et réalisateur de la série C'est le temps pour la planète, c'est publié chez France 5. Vous êtes aussi vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes avec Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. Bonsoir à vous Henri. Bonsoir et nous sommes également en direct sur Sud Radio ce soir avec Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Bonsoir à vous ma chère Véronique. J'aimerais commencer avec Henri Landès. Quelle est la réalité de l'élevage? Et quand je dis l'élevage, c'est en général, c'est-à-dire aussi bien l'élevage industriel que l'élevage à taille humaine qu'on connaît dans nos campagnes, et de son impact sur le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, Henri? Il y a un impact fort de l'élevage intensif dans le monde entier. Il y a un impact fort de notre consommation collective de viande. Ça ne veut pas dire que tout le monde et toutes les pratiques agricoles et toutes les consommations sont mauvaises. Je suis très favorable à ce qu'il y ait une réduction collective de la consommation de viande à l'échelle planétaire, mais surtout de la réduction de l'élevage intensif et de la consommation de viande qui a été élevée en provoquant de la déforestation, notamment dans des pays à l'étranger, dans des conditions où les animaux sont trop nombreux pour les surfaces qui existent. En revanche, manger mieux de viande, c'est surtout ce sur quoi on peut se concentrer, en même temps que réduire un peu pour la plupart des personnes. La réalité, c'est que malheureusement, la transition alimentaire à l'échelle mondiale, quand il y a de plus en plus de revenus dans les pays, c'est accompagné d'une augmentation de la consommation de viande qui a été multipliée par 5. On a plus de moyens, la consommation de viande, enfin la viande en général, historiquement, coûtait moins cher d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'en mangeait pas pendant le carême, que les catholiques sont toujours pas censés en manger par exemple le vendredi saint, parce qu'à l'époque c'était cher, oui pourquoi pas. En ce moment, j'aimerais donner la parole à Morad Aïtabouche aussi, la réalité de la consommation de viande et son impact sur l'environnement. Elle est simple, hein, il suffit de prendre les chiffres. On va compter ensemble. C'est un petit jeu. 1, 2, 3, Vous comptez 4,
5 secondes. Vous savez combien de bêtes ont été abattues pour finir dans votre assiette en 5 secondes? Oui. Vous parlez de la France ou du monde? Du monde. Oui, d'accord. 10 000. 10 000 qui ont été abattus et chaque année, on est autour de 65 milliards d'animaux qui finissent dans nos assiettes. Donc c'est vrai que là, je fais l'avocat du diable. Donc on est sur des chiffres qui sont conséquents. Caricaturaux. Par rapport pas forcément caricaturaux, dans le sens où... vous inquiétez pas. Non, pas caricaturaux, dans le sens où, en fait, ce sont des chiffres. Là où ça devient détestable, c'est quand, effectivement, aux États-Unis, des traders, des banquiers qui ont fait fortune, investissent dans des étables avec des dizaines de milliers de têtes 50 000, de vaches, etc. Là, effectivement, on est d'abord sur les conditions de production de cette viande-là. On est sur des situations. On est des usines. On est sur des usines. Et ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent. On ne pense pas, contrairement au boucher, contrairement à l'éleveur, on ne pense pas au bien-être du consommateur. On pense d'abord et avant tout argent. Et donc c'est pour ça que je dis, et je suis très clair là-dessus, parce que là je vous parle de la viande, mais il faut aussi parler de ce qu'il faut pour nourrir les bêtes. Aujourd'hui, et on le voit, quand vous avez un pays comme la Chine, aujourd'hui il y a 30 millions de personnes qui consomment de la viande. Chaque année, leur niveau de vie augmente, donc forcément, comme leur niveau de vie augmente, qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir besoin à table, puisque c'est un indicateur entre guillemets de réussite, et ils vont manger. Moi je donne toujours l'exemple de l'Inde. Je donne l'exemple de l'Inde où la vache est sacrée. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Pas ce problème-là, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de moutons aussi en Inde, notamment des agneaux, on en a déjà beaucoup parlé aussi. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect. Concrètement, qu'est-ce que la consommation, alors massive, vous nous l'avez dit avec le chiffre des animaux qui sont abattus, qu'est-ce que cette consommation de viande a comme effet concret sur le changement climatique? En quoi, par exemple, avoir tué je ne sais combien de vaches en 5 secondes fait qu'on a pollué? Alors c'est les gaz, donc les émissions de gaz à effet de serre. Plus vous allez consommer et donc produire de la viande rouge, plus vous allez consommer d'eau, plus vous allez consommer ce qu'on disait tout à l'heure, en fait tout ce qui va permettre à l'animal de grandir. Et ça consomme plus que des légumes qu'on arrose, par exemple. Mais bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Si vous prenez la viande de bœuf, on est sur des chiffres qui sont incroyables. Si vous prenez le poulet, c'est un peu moins. Bon. Dans les deux cas, je suis moi opposé à l'élevage en batterie. C'est ce qu'on est tout à fait d'accord. Pour le bœuf, ça n'existe pas en France. Pour le bœuf, ça n'existe pas en France. Ça a failli. Il y a eu une polémique, souvenez-vous. Via les 1000 vaches. Je vais vous réconcilier. Une exploitation, la ferme des 1000 vaches d'ailleurs, qui n'a pas réussi à marcher en France. Il faut quand même le rappeler, on en a parlé sur Sud Radio cette semaine. C'était une caricature. Beaucoup d'éleveurs d'ailleurs français étaient étaient vent debout contre, et des écologistes aussi. Là, vous nous avez parlé aux États-Unis de fermes de 50 000 vaches. Véronique Langlais, présidente du syndicat. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres qui n'ont strictement bouchers de rien Paris. à voir. Voilà. Combien de vaches par exploitation, ceux qui nous fournissent? À peu près entre 60, 50, 60. Ceux qui nous fournissent, c'est ceux qui sont dans la moyenne nationale. Il faut savoir qu'on n'est que sur des petits élevages. Et quand on entend aussi le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, moi je peux vous dire qu'effectivement on est sur 10% et pas sur 18%, je ne sais quoi. Mais pour mettre en opposition, on peut mettre le transport qui est sur 28% de gaz à effet de serre. Par exemple. Si je peux me permettre, pour transporter, et l'industrie, la viande, il faut aussi. Mais c'est dedans, c'est dans les 10% du transport. de gaz à effet de serre. Et quand on dit qu'on mange trop de viande à travers le monde, je suis d'accord, mais en France, on est à 300 grammes de viande cuite, même un peu moins, sur 82% des adultes, alors qu'on nous recommande 500 grammes. Non, par semaine. Par semaine. Alors qu'on nous recommanderait 500 grammes. Donc on n'est pas du tout sur les. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut mieux manger? Mais déjà, on mange déjà meilleure. mieux. Mais bien sûr. Et déjà, nous, les artisans avant de revenir sur la qualité, je voudrais qu'on vienne aussi sur cet aspect-là. Il est important. 300 grammes par semaine, vous dites qu'on mange moins de viande en France par semaine que ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande. 500 grammes. C'est dû à quoi ? Pour vous? Je pense que c'est l'effet de toujours critiquer le monde agricole, de toujours critiquer la consommation carnée, parce qu'on est toujours dans une espèce de culpabilisation du consommateur, parce qu'on parle toujours, on généralise en parlant de la planète. Moi, je suis aussi, et je pense que l'ensemble de mes collègues et l'ensemble des éleveurs français sont contre les élevages qui se produisent en Amérique du Sud, le Mercosur d'ailleurs, et je peux vous dire que par rapport à la consommation
consommation de viande qui est effectivement préjudice à la planète quand on parle de l'avenir, c'est en aucun cas ce qui se passe en France. En France, on a les meilleur savoir-faire du monde en matière d'élevage et de Il y a quelques autres pays qui sont pas si mal aussi. Il y a quelques autres pays qui doivent pas être mal aussi. On fait partie des meilleures pratiques, des meilleures pratiques et des plus vertueuses. Henri Landès, j'aimerais donner justement la parole à Henri Landès. C'est intéressant ce chiffre que nous donne, qu'on n'entend pas tous les jours d'ailleurs, que nous donne Véronique Langlais. Alors ça, c'est l'aspect sanitaire. On en mange presque moins que ce qu'il faudrait de la viande. Est-ce qu'on sait à peu près quelle quantité nous devrions manger, aussi bien pour nous que pour la planète? On arrive à l'estimer, Henri? Il y a eu plusieurs études, par exemple Think Tank Terra Nova qui a parlé de réduire de 50% la consommation de viande par rapport à aujourd'hui. Il y a honnêtement trop d'études et un petit peu trop de contradictions. Je me garde à surtout m'intéresser à l'équilibre nutritionnel, à l'équilibre des protéines animales et végétales. C'est important de refaire de la pédagogie sur les protéines végétales parce que souvent, ils sont un petit peu inconnus dans l'opinion publique. Et pour revenir sur cet équilibre au niveau du climat et de la biodiversité, quand on sait que le système, il est par exemple herbagé, où les animaux sont dehors, ils peuvent manger de l'herbe la plupart de l'année, quand on sait qu'il y a une relation réelle, vraie entre l'éleveur et les animaux, quand on sait qu'on essaye de maintenir les abattoirs le plus possible pour qu'ils soient proches des fermes, parce que ça c'est un réel sujet malheureusement, c'est la disparition des abattoirs de proximité. Et donc, il y a l'abattoir mobile qui arrive, mais ça va prendre beaucoup de temps et c'est beaucoup plus intéressant de maintenir les abattoirs. Ça a quel avantage concret d'avoir un abattoir tout près d'une exploitation d'élevage? Il y a le stress des animaux dans leur transport. Il y a le transport tout court et les émissions de gaz à effet de serre. Il y a le fait que l'éleveur, qui aurait peut-être donné énormément de lui-même, ou l'éleveuse, pour que ces animaux vivent bien, voit tout son travail d'une certaine manière détruit par le fait qu'il soit amené dans des abattoirs qui, s'ils sont plus loin, par définition, ça veut dire qu'ils sont moins nombreux. Ce qui veut dire qu'ils sont plus grands, ce qui veut dire aussi que les humains qui travaillent dedans sont aussi dans de moins bonnes conditions. Bien sûr. Donc tout ça veut dire qu'il faut vraiment réinvestir dans le système alimentaire et d'élevage français, pas par nationaliste. Si c'est de l'élevage qui est juste à côté de la frontière, ça me va très très bien. Ce qui est surtout important, c'est le local. Après, les pratiques en France sont extrêmement intéressantes. J'étais très récemment, là, cet après-midi, chez un éleveur qui me disait, en revanche, moi je suis dans la conversion biologique, je trouve que c'est une bonne façon de faire, c'est pas pour tout le monde et je pense qu'il faut accompagner les éleveurs vers de la bio, mais aussi vers réduire les antibiotiques, réduire vers le label. Oui, absolument, mais il est quand même en train de dire que pousser à l'agrandissement des fermes, ça arrive quand même en France. Il faut absolument réfléchir à renouveler les éleveurs en France parce que sinon, on va s'agrandir. Si on a besoin de plus d'agriculteurs, on va malheureusement tomber dans le même système américanisé en tant que franco-américain. Après, je vais vous laisser répondre juste après, Véronique. Je serais porté à me dire aussi, après tout, il faut bien qu'ils vivent. Et en général, quand vous créez une entreprise, vous avez envie qu'elle grandisse. Pourquoi pas votre élevage? Est-ce que si on a beaucoup d'éleveurs qui gagnent déjà pas très bien leur vie aujourd'hui en moyenne, si on a encore plus demain, ils auront moins de bêtes et donc du coup, ils vivront moins bien? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Mais non, justement, la question, je peux vous la donner. Justement, parce que j'ai aussi des contacts. Je suis parisienne, mais je parle avec des éleveurs au quotidien. Et on a un souci, c'est par rapport à la transmission des exploitations agricoles. C'est que maintenant, on pousse de moins en moins les jeunes et les jeunes ont de moins en moins envie de s'installer parce qu'il y a tellement de caricatures sur la viande qu'on se dit je me lève tous les matins, je ne gagne pas ma vie, pas de vacances, pourquoi je vais le faire? Et je peux le concevoir. Et pour rebondir aussi encore sur la problématique du transport et de l'abattage, je peux vous dire qu'une bête qui a été stressée avant abattage ou avant au niveau du transport, nous, on le détecte très rapidement au niveau de la viande parce que ça se voit et c'est même impropre à la consommation. C'est pas impropre en soi, mais c'est tellement pas joli qu'on peut pas le vendre. Mais c'est fréquent aussi. Non, du tout. Heureusement, c'est déjà ça. Enfin, chez nous, non. Chez vous, non. Chez les artisans, on est dans un système qui est de plus en plus vertueux. Je pense que le débat, je pense que de plus en plus, on est de moins en moins dans la polémique, on est dans la pédagogie. Comment vous expliquez que la moitié du gouvernement se soit étripée cette semaine avec l'autre moitié sur une affaire d'infanticide? Ils sont dans la polémique constamment, l'islamo-gauchisme, ils savent plus quoi faire pour ne pas parler des vrais sujets. Aujourd'hui, les étudiants, ils ont un problème, c'est effectivement comment est-ce qu'on mange tous les jours.
pas seulement de la viande. Comment est-ce qu'on mange tous les jours? Donc ça, c'est de la polémique politicienne. Ça m'ennuie. Consommation de viande. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je dis qu'effectivement, la viande en France, on est plutôt dans un système de plus en plus vertueux, mais à l'étranger, c'est là où ça devient dangereux. Parce que si on parle géopolitique, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les Chinois achètent des terres au Soudan, en Afrique. Pourquoi faire aussi, pour produire, évidemment, et de plus en plus. Ils ont les moyens parce qu'ils savent qu'ils ont une population qui achète de plus en plus de viande, qui consomme de plus en plus de viande. Et donc, ils vont acheter des terrains là où il y a de l'eau. Le conflit du Darfour, faut pas se mentir, c'est des zones qui ont été préemptées par les Chinois. Et donc à un moment, les gens qui étaient là, qui étaient des pauvres agriculteurs, se sont fait malheureusement expulser. Et c'est ça aujourd'hui le vrai drame. C'est parce qu'il faut, pour produire de la viande, il faut de l'eau. Pour produire de la viande, il faut aussi des terres agricoles. Et c'est là, moi, où je trouve qu'il faut être dans une logique raisonnée. Il faut de plus en plus faire de la pédagogie. Et aujourd'hui, le débat sur la cantine de Lyon, moi, m'intéresse parce que je me dis que quelque part, c'est important de dire aux enfants... On peut varier les repas. Alimentaire, tout simplement. On peut bien manger sans manger tous les jours de la viande. C'est aussi une question surtout pas tous les jours. Culturelle. Exactement. La Bible, justement, disait qu'il fallait manger le vendredi du poisson. C'est la gastronomie. C'est le plaisir à table. C'est la convivialité. Et la variété des repas. Encore une fois que malheureusement, quand on parle des élevages et des effets sur les gaz à effet de serre et malheureusement sur le changement climatique, on parle essentiellement de ce qui se passe ailleurs. C'est ça le problème. Et c'est ça le vrai problème. Oui. Et on devrait parler davantage de ce qui se passe bien dans ce cas-là, dans ce pays, en France, d'après vous? En tout cas, moi, j'aime bien entendre cette parole. J'aime bien entendre les éleveurs parce qu'ils sont d'abord des commerçants de proximité. Et comme le disait tout à l'heure Henri, il faut être locavore, c'est-à-dire qu'il faut essayer de consommer, je veux dire, dans des fermes à des distances de moins de 200 km. Mais regardez par exemple, en un mot, c'est une boutade, Henri Landès qui est en Haute-Loire. Dans ce cas-là, il ne mange plus de poissons de mer. Il faut quand même varier aussi. Mais je mange des poissons qui sont élevés dans des eaux vives sur le territoire et de temps en temps, certains poissons. Il y a des truies, des poissons carrés. Henri. Alors déjà, il y a sur les marchés le poissonnier qui vient et c'est frais, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est une fois tous les 12 à 15 jours, honnêtement. Et la diversité devrait être vraiment le mot d'ordre pour notre alimentation de l'avenir. La diversité des viandes et la diversité de nos produits de manière générale. Parce que c'est comme ça qu'on valorise le territoire et le savoir-faire. Malheureusement, et là, les grandes surfaces doivent faire un effort. Je suis désolé, il faut qu'ils arrêtent de se dire on va continuer à vendre à une grande partie de la population qui n'a pas les moyens, donc on leur rend service. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est un message aussi de rentabilité, aussi pire que ce que font aussi certains traders aux États-Unis, de dire que non, mais on aide des populations pauvres. Non. Arrêtez de vendre des produits de mauvaise qualité au nom de la justice sociale. C'est ridicule. Le mot de la fin, peut-être, sur ce débat, Véronique Langlais. Je voulais dire quelque chose. C'est que le mot de la fin, c'est dur. Je voulais vous parler d'une taxe qui peut être envisagée par la ministre de l'écologie, qui est une taxe carbone, notamment sur la viande. Et le mot de la fin sera ça. C'est à notre consommateur d'être vigilant et de manger au moins national, au moins français, parce que cette taxe carbone qui sera là pour taxer aussi la viande favorise davantage la viande qui est issue d'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que les bovins sont élevés dans des conditions beaucoup plus restreintes et ont des durées de vie beaucoup plus courtes, ce qui fait qu'effectivement l'empreinte carbone sera beaucoup plus petite. Oui, mais du coup, si je suis de mauvaise foi et que je retourne votre argument, mais alors que vous savez que je ne suis pas de mauvaise foi, ça voudrait dire, ça sous-entendrait dans ce cas-là qu'il y a moins de carbone par bête d'Amérique du Sud et donc que l'Amérique du Sud pollue moins que nous. Qu'une bête bio. Mais en fait, c'est le paradoxe de ce calcul. Donc, ça va être à notre consommateur d'être extrêmement vigilant sur ce qu'il consomme, sur l'origine, et de toujours mettre en avant les produits français, locaux, et de toujours poser la question à leurs artisans ce qu'ils mangent. Ne mangez pas trop, mais mangez mieux, continuez, si vous le souhaitez, à manger de la viande, mais qui viennent de pas très loin et d'une exploitation à taille humaine. Merci en tout cas Véronique Langlais d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris. Merci à vous Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. On poursuit les vraies voix qui font bouger la France avec Morad Aïtabouche tout de suite. Et cette chronique, signe des temps d'ailleurs, que nous avions appelé à l'époque une semaine à l'hôpital, ça va bientôt, dans quelques jours, on pourra parler d'1 an à l'hôpital. Je le rappelle, ça fait des mois et des mois que vous tournez un documentaire dans les hôpitaux d'Île-de-France face au coronavirus.
Exactement, et là c'est un coup de gueule, parce que sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio, on entend beaucoup des gourous, des prédicateurs qui savent tout sur tout, alors que pour le coup, moi je peux vous dire, pour être vraiment aux côtés des soignants, malheureusement on est encore plein d'incertitudes sur ce coronavirus. Et ça fait très exactement, presque 1 an que je suis en immersion à Pompidou, au service de réanimation médicale comme au service de médecine interne. Vous le savez, on a fait plusieurs portraits à la fois de patients, même de soignants, exceptionnels dans leur dévouement. Et là, c'est un coup de gueule parce qu'en fait, c'est une série documentaire de 8 fois 52 minutes. Et à chaque fois que je propose cette série aux chaînes de télévision, aujourd'hui, on me dit « Oh non, mais c'est trop anxiogène ». Or, pour la première fois, on va voir, mais vraiment en immersion, un peu comme le New York Times l'a fait avec 2 infirmières. Ça a fait énormément de bruit, y compris en France, alors que ce sont les Américains qui font ce qu'on devrait faire nous, c'est-à-dire une immersion. La PHP, donc les hôpitaux de Paris, a accepté. Ils ont accepté que je puisse, moi, filmer sans filet. J'ai été accepté par toutes les équipes. Je suis non seulement avec les patients qui arrivent avec quelques petits soucis pour respirer et qui repartent malheureusement les pieds devant. C'est terrible. Et ces histoires-là, il y en a aussi heureusement de très belles, parce qu'on a des équipes de chercheurs, j'ai suivi des soignants exceptionnels qui sont confrontés à cette réalité. Je peux vous dire que c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui en France, on ne trouve pas pour ce type de série documentaire un diffuseur. Regardez ce qu'ont traversé, par exemple, tous les soignants, ceux qu'on applaudissait chaque soir à 20h. Mais on ne les connaît pas, encore une fois. C'est ça qui est fou. C'est que là, moi, je les suis au quotidien. Encore une fois, c'est un investissement que je fais à titre personnel. J'ai investi, j'ai une agence de presse, donc j'investis mon temps, mon argent. Mais je trouve que ces gens avec lesquels j'ai travaillé, qui m'ont donné énormément, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'ils frôlent la mort tous les jours. Donc, quand ils se livrent, je peux vous dire que c'est difficile. Et quand, la semaine dernière, j'ai une infirmière à qui je dis « Alors, ça n'a pas été trop dur, ce coronavirus ?» parce qu'elle a été positive. Elle me dit « Je ne l'ai pas eu ». Aujourd'hui encore, c'est difficile de dire qu'on a le coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que c'est une maladie honteuse. Et Carole, l'infirmière, me disait, mais c'est comme à l'époque du sida. On est face à des gens qui ont le sida et on les regarde, on les stigmatise, on les met de côté. Et c'est en tout cas un parcours. Il faut impérativement, et je suis même prêt à donner cette série documentaire gratuitement, parce que je pense pour honorer ces personnels. Le témoignage du combat de cette première ligne de ces gens-là. Du personnel soignant de ce pays, justement, qui se bat depuis... Et ça n'a rien d'anxiogène, ça va faire 1 an, en tout cas, qui sont sur le front, en première ligne, comme on le disait. Et on n'oublie pas, d'ailleurs, le courage et les sacrifices du personnel soignant de ce pays. La semaine prochaine, j'ai une très belle histoire. On en parlera la semaine prochaine, avec plaisir. Merci à vous, Morad Aïtabouche, réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France tout de suite. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur